1985, il y avait l'idée que la société médiévale, c'est une société qui est divisée en 3 parts. Alors, sachant que je dis la société médiévale, mais on pourrait étendre ça à toutes les sociétés anciennes. Il y a un bon sociologue qui s'appelait Georges Dumézil, qui a travaillé sur ce qu'on appelle le territoire indo-européen. Quand on dit indo-européen, enfin, les géographes disent aussi le continent eurasien. Ça veut dire aussi bien l'Europe que l'Asie. Donc il a montré que quand on est dans les sociétés anciennes, sur ce grand territoire, en gros, ça n'a pas les mêmes noms, il y a plein de nuances, mais c'est toujours la même manière d'organiser une société. Et quand on a pu faire des études sur le continent africain ou sur le continent latino-américain avant la colonisation, on s'aperçoit que le mode d'organisation était le même. C'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, il y a les guerriers, qui en même temps sont les chefs. Donc quand on parle latin, on dit c'est les bellatores. Bello, en latin, c'est la guerre. Donc, le bellatore, c'est celui qui dit aux autres « je te défends ». C'est sa fonction dans la société. Après, il y a les oratores. Bon, oratores, ça veut dire ceux qui prient. Il y a les évêques, il y a les prêtres, il y a les moines dans l'Occident médiéval. Et eux, ils disent aux autres, on prie pour vous. Chacun a sa fonction. Et puis, il y a les laboratores. Alors, laboratores, on peut traduire aussi bien par ceux qui travaillent que ceux qui labourent. Parce que c'est le même mot. Labeur, labour, c'est exactement le même mot. Au départ, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a une charrue. Donc, eux, ils disent quoi? Ils disent, je vous donne à manger. Celui qui défend, celui qui prie et celui qui donne à manger. Et ce type d'organisation, on le retrouve encore, même s'il y a eu déjà beaucoup de changements, on le retrouve encore au moment de la Révolution. Puisque si on parle de tiers-État, pour qu'il y ait un tiers-État, il faut bien qu'il y ait 3 groupes qui se répartissent dans la société. Donc, sauf qu'au moment de la Révolution, il y a eu un changement. C'est qu'il y a une classe qui apparaît, qu'on ne s'est pas classée dans aucune des 3 autres, c'est la bourgeoisie. Parce que la bourgeoisie, bon, elle est urbaine, ce ne sont pas des gens qui travaillent la terre, ce n'est pas des gens qui vont... c'est pas des gens qui se battent, c'est pas non plus des gens qui prient, et c'est ce qui va annoncer le changement dans la société. Alors, comment ça fonctionne ici sur le territoire du comté de Savoie? Je vais faire un petit tableau. C'est à la fin du 5, ceux qui l'ont. En gros, dans ce tableau, vous voyez qu'il y a un pouvoir central. Un pouvoir central, bon, c'est quoi? C'est le comte, bien sûr. Le comte, il y a un conseil qui l'assiste. Dans ce conseil, il y a en particulier tous ceux qu'on appelle les vicomtes. Alors, des vicomtes, on les connaît au moins de nom. Il y a les Mieuxland, qui sont en comte de Savoie. Il y a les Lachambre, qui sont à l'entrée de la Maurienne. Chez nous, il y a les Briançon. En Val d'Ost, il y a les Chalons, etc. Donc ça, c'est le conseil du comte. Ensuite, on avait parlé de Chambéry. Donc on a dit que dans le château de Chambéry, on a installé 3 instances. La chancellerie. La chancellerie, c'est tous ceux qui rédigent les actes. C'est ceux qui, en même temps, conservent les actes, les archives. La cour d'appel générale, c'est-à-dire un tribunal qui est au-dessus de tous les tribunaux locaux. Et puis, également, la Cour des comptes. Ça veut dire qu'un État, quelle que soit sa taille, à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre si on veut
puisse y avoir des choses qui soient entreprises. Et puis ce qu'il va y avoir aussi dans ce pouvoir central, justement, quand on arrive un peu vers cette période, il y a une institution importante, c'est ce qu'on appelle les maréchaux de Savoie. Les maréchaux de Savoie, c'est ceux qui sont vraiment les adjoints du comte quand il y a besoin de lever l'armée. Donc ces maréchaux de Savoie, c'est le grade le plus élevé, et ils appartiennent généralement aux grandes familles. Si on prend chez nous, après les Briançons et les Blanches, il y a eu les Montmailleur. Chez les Montmailleur, il y a une tradition quasiment de père en fils de maréchaux de Savoie. Et puis, en Savoie, il y a aussi, c'est une très vieille institution, il y a un Sénat. Mais imaginez pas le Sénat actuel, hein, même si le Sénat, il y a un suffrage indirect, là il n'y a aucun suffrage, hein, ça veut dire que c'est le comte qui nomme certains nobles dans le Sénat. Et après, il faut des instances locales. Tout ne peut pas être piloté d'une manière centrale. Alors, on subdivise le territoire et, dans un premier temps, on crée ce qu'on appelle des mestralies. Donc, une mestralie, c'est quoi? C'est un peu comme un... C'est plus petit que les cantons d'aujourd'hui. Hein, surtout les actuels cantons, parce qu'aujourd'hui, en parenthèse, les cantons, il y en a deux. Hein. Il y a Moutier et Baudelaire qui ont été réunifiés, et M et Saint-Maurice. Non, les mestralies, ça peut être beaucoup plus petit. Il y a par exemple la mestralie de Corps. C'est même pas la commune des Blanches d'aujourd'hui, pas Grande des Blanches, puisque la mestralie de Corps, c'est Petit Cœur, Grand Cœur et Village Rennes. Donc vous voyez, c'est à échelle très variable. Et après, on va changer de vocabulaire. Ça va devenir aussi plus étendu. On va créer ce qui s'appelle les châtellenies. Et là, les châtellenies, ça commence à ressembler un petit peu, au niveau du territoire, à nos arrondissements d'aujourd'hui. Alors, entre parenthèses, tout ça, ça a disparu, mais tout ça, ça subsiste à travers certaines familles. Il y a des gens qui s'appellent Métral, ça vient de la Mestralie. Il y a des gens qui s'appellent Mestralais, il y a des gens qui s'appellent Châtelain. Donc, vous voyez, ça veut dire que dans ces familles-là, il y a un lointain ancêtre qu'on a pu désigner uniquement par son prénom, mais on a dû dire Pierre le Châtelain ou Pierre le Métral. Et puis, si vous vous souvenez, quand on a parlé du comté de Nice, du côté de Nice, il y a un vocabulaire un peu différent, c'est la même organisation, mais eux, ils ne parlent pas du châtelain, ils parlent de la châtellenie, ils parlent des vigueries. Et viguerie, ça a donné au moins deux noms de famille qu'on a toujours, c'est d'une part Viguier et d'autre part Vigier. Vous voyez ? Donc, voilà, ça subsiste sous cette forme-là. Donc, ça, c'est l'organisation du pouvoir central. Et après, il y a tous les pouvoirs locaux. Tous les pouvoirs locaux, c'est tous les seigneurs, c'est les barons, etc., qui ont un petit peu de pouvoir sur un territoire limité et qui peuvent aller renforcer, quand il y en a besoin, l'armée du comte. Les châtellenies, je redis, parce que ça c'est très important en Savoie, c'est que les châtellenies ont donné lieu à des comtes, C-O-M-P-T-E-S, de châtellenie. Ces comtes, c'est quoi? Chaque année, le châtelain devait établir sur un parchemin un compte, c'est-à-dire noter l'argent qui est arrivé, ce qui correspond aux impôts, hein, et noter les dépenses qu'il a engagées. Donc, chaque année, il y avait cette obligation d'envoyer à Chambéry, à la Cour des comptes, hein, c'est son rôle, un parchemin. Et puis ces parchemins, quand on en a, peut-être pas deux, mais quand on en a trois ou quatre, il faut imaginer un principe de rangement. Donc le principe de rangement ancien, c'est qu'on coud les parchemins les uns aux autres. Alors
vous allez me dire, ça devient très long. Oui, c'est pour ça qu'on a des rouleaux. Le principe, c'est que le parchemin, il est relativement souple quand même. Donc, quand on en a une certaine longueur, on les roule. Et puis après, quand il s'agit de ranger les parchemins, le plus simple, on avait des sacs en toile de jute et on mettait le rouleau dans un sac. Il y a une expression qui reste encore, quand, au niveau de la justice, quand une affaire était finie, toutes les pièces, on les cousait ensemble, et après on disait l'affaire est dans le sac. À partir du moment où on avait mis dans le sac, ça veut dire que l'affaire était réglée. Et dans les salles d'archives, ces sacs, on les pendait, il y avait des crochets, parce que le risque parchemin plus un sac en toile de jute, bonjour les rongeurs. Donc on les pendait de manière à ce qu'ils soient quand même un peu protégés. Donc en Savoie, c'est assez exceptionnel parce que ce qui a été conservé des rouleaux de châtellenie du Moyen-Âge, on estime que si on les déroulait, si on les mettait tous bout à bout, on pourrait faire une sorte de tapis qui, à vol d'oiseau, partirait de Lyon et irait jusqu'à Turin. Donc voilà, ça vous donne à peu près le nombre de kilomètres. Voilà, on est à vol d'oiseau, on passe ni par le Fréjus, ni par où vous voulez, mais voilà, c'est une richesse qui est assez incroyable. Et tout ça donc était parti à Turin, ce qui est normal, Turin va devenir la capitale, mais les accords avec l'Italie en 1946 ont fait que c'est revenu chez nous, et c'est réparti entre Chambéry et Annecy, suivant où se trouvait la châtellenie. Voilà, et puis, dernier point qu'on avait évoqué très rapidement, on avait parlé aussi du fait qu'il y a un système de défense qui a été mis en place. Donc, je rappelle, il n'y a pas une capitale unique. Chambéry, c'est la capitale administrative. Chancellerie, Cour des comptes et Cour d'appel. La capitale résidentielle, ça va devenir, quand on arrive vers le XVe siècle, si on avait posé la question où réside le comte, je pense que la réponse la plus logique, ça aurait été de dire Thonon. Parce que Thonon, c'est encore agréable aujourd'hui, donc ça devait l'être à l'époque. C'est relativement central. N'oubliez pas, aujourd'hui, Thonon, c'est l'extrémité de la Savoie. Mais si vous partez du principe que le canton de Vaud, le canton de Genève, le Valais, plus le pays de Roimont était savoyard, si vous ajoutez le fait que tout le département de l'Ain était savoyard, Thonon, c'était presque central. Donc, souvent, les comtes ont résidé de ce côté-là. En plus, il y a l'avantage du lac, quand même. Et puis après, il y a aussi la capitale militaire. Donc, la capitale militaire, elle était où? C'était Montmélian. Le fort de Montmélian, aujourd'hui, on a du mal à imaginer ce que c'est. Le fort de Montmélian, ça veut dire qu'il faut vraiment monter au sommet de la butte. Il reste quelques pans de mur. Le fort de Montmélian, c'était beaucoup plus grand que Montmélian. Pourquoi c'était important? Parce que c'était la porte. La manière la plus simple, sachant que qui est susceptible de rentrer en Savoie, c'est les Français. Donc la manière la plus simple pour un Français de rentrer en Savoie, c'est de passer par les marches et d'arriver sur Montmélian. D'autant plus qu'à Montmélian, il y a le seul pont sur l'Isère de la Campe de Savoie. Et ça existe toujours. Il y a une rue toute droite qui descend en direction de là où il y avait le pont. Et cette rue, elle s'appelle toujours la rue de la Chaîne. Parce que tous les soirs, on mettait une grande chaîne au bas de la rue. Après, petit à petit, l'artillerie a pris le dessus. Une chaîne, ça n'a plus une grande importance. Mais vous voyez, pour dire, on mettait une barrière quand même pour
pas d'entrée intempestive. Et le fort de Montmélian, bon, ben, voilà, ce qu'on disait, le fort de Montmélian, il est imprenable. Et ça, on l'a dit, on a dit le château de Briançon, il est imprenable. Le château Saint-Jacques, au-dessus de Saint-Marcel, il est imprenable. Ils ont tous été imprenables jusqu'au jour où ils ont été pris. Mais le jour où ils ont été pris, c'est parce qu'on avait changé d'époque et que ceux qui prenaient d'assaut le château, c'était plus les fantassins, c'était l'artillerie. Ça, à partir du moment où vous avez de l'artillerie, ça change complètement la donne. Et en plus, les Français, ils avaient l'artillerie et ils avaient des cartes bien faites. Alors, grâce aux cartes, ça leur permettait souvent de pouvoir contourner les obstacles. Enfin, ils n'arrivaient pas en touristes, hein. Ils avaient une vue très précise du territoire. Les meilleures cartes de la Savoie, même au XVIIe, XVIIIe, c'est des cartes françaises. C'est normal. Ils avaient besoin d'envahir la Savoie, autant se préparer. Alors il y a Montmélian, hein, qui était vraiment le fort principal. C'est là où il y avait une armée en permanence. Il ne faut pas imaginer l'armée comme aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, pas plus grand-chose, mais je veux dire, on a connu des époques où il y avait des régiments, etc., qui étaient là en permanence. Au Moyen-Âge, l'armée, on la constitue au moment où il y a un danger. Ça veut dire qu'en gros, il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir acheter beaucoup de mercenaires, pour ça, payer beaucoup de mercenaires. Un autre édifice qui est très important, c'est Pierre-Châtel. Alors Pierre-Châtel, on est dans l'avant-pays savoyard. Il y a le défilé du Rhône, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment sur des falaises. Au fond de cette falaise, il y a, enfin, entre deux falaises, il y a le Rhône qui passe, et le Rhône, c'est aussi une voie d'accès pour les Français. Donc, il y avait cette citadelle qui dominait le défilé de Pierre-Châtel. Alors, aujourd'hui, on peut la repérer parce qu'il y a beaucoup de gros bâtiments qui sont au même endroit, mais sauf qu'ils n'ont rien de militaire, puisqu'à un moment donné, la forteresse a été démantelée, et c'est devenu une chartreuse. Donc les bâtiments qu'on voit, c'est des bâtiments religieux, mais ça permet de savoir où ça se trouvait. On peut encore en citer deux. À Vigliane, c'est quand vous descendez le Val de Suse, avant d'arriver à Turin. C'est pareil, vous êtes dans un couloir, sur un promontoire, hein, vous aviez un grand fort. Et le but, c'était quoi? C'était si un ennemi descendait le Val de Suse, on pouvait l'arrêter avant Turin. Et puis il y en a un que vous connaissez tous, mais sauf que vous connaissez la version moderne, c'est Bar, à l'extrémité du Val d'Ost. Mais sauf que Bar, ce qu'on voit, hein, ces trucs monumentaux sur je ne sais pas combien de bâtiments superposés, ça c'est une construction 18e, 19e. Hein. Mais Bar, c'est une forteresse médiévale au point de départ. Et Bar, on ne peut pas... Bar, c'est Notre-Dame de Briançon. Hein. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait passer la rivière, vous pouvez mettre d'un côté la 2 fois 2 voies, de l'autre l'ancienne route, et puis la voie ferrée. Même des endroits, c'est tellement étroit qu'il faut un tunnel. Donc ça veut dire que si vous arrêtez les gens à cet endroit, ils ne peuvent pas contourner, ils sont obligés de passer. Et le principe c'est simple, hein, c'est que les forteresses, c'est les lieux les plus étroits, et ce sont les lieux où on est obligé de passer. Donc voilà, quelques grandes forteresses médiévales. Alors je ne parle pas de la Maurienne, puisque la Maurienne, c'est plus tardif. La Maurienne, ça va arriver au XVIIIe siècle. Qu'on va concevoir les choses un peu différemment. Bon, donc voilà, on a à peu près les pièces du Monopoly. On a vu assez longuement comment les différents territoires se sont agglomérés. Donc la Savoie, maintenant, c'est à peu près tout ce qui est rose sur cette carte. On a vu comment c'est organisé. Quand vous avez tout l'orchestre qui est là, il ne manque plus que quelqu'un, c'est le chef d'orchestre.
Et celui qui va vraiment être le chef d'orchestre, c'est Amédée VIII. Amédée VIII, ça veut dire qu'il a déjà eu, depuis le fils d'Humbert, il y a eu déjà 7 Amédées dans nos histoires. Alors, Amédée VIII, c'est un personnage important. Pourquoi? D'abord parce que c'est quelqu'un qui a eu la chance de vivre très longtemps. Si on dit ça de lui par rapport à nos critères actuels, on va dire le pauvre, il est mort très jeune. Mais bon, il est mort à 67 ans. Et 67 ans, il faut toujours se dire qu'à son époque, c'est-à-dire au XVe siècle, quelqu'un qui vit 67 ans, il a vécu 2 vies. Parce que celui qui vit 30 ans, cette époque, il a vécu une vie à peu près complète. En gros, l'espérance de vie, c'est une trentaine d'années. Donc, vous voyez, 67 ans, c'est vraiment très vieux. Il est resté comte très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est né, vous avez quelques repères là, cette fois sur le petit livre à 6, il est né en 1383 et il devient comte en 1391. Donc il est devenu comte à 8 ans. Alors, tout simplement parce que c'est le principe de la succession. On devient comte à la mort de son père. Donc si son père meurt quand il a 8 ans, il devient comte à 8 ans. Alors bon, pas rêver, c'est pas parce qu'on vivait moins longtemps que forcément on était plus intelligent public, c'est un gamin de 8 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, on met en place ce qu'on appelle une régence. Et la régente, sauf exception, et là on va voir que c'est une exception, normalement la régente c'est la femme, la veuve du comte. Donc c'est la mère de celui qui devient comte. Alors, la maman d'Amédée VIII, elle s'appelle Bonne de Berry. Alors ça nous prouve au moins une chose, c'est que chez les Savoyards, on se méfie beaucoup des Français, et par contre, on se marie avec des Françaises. On a évoqué des périodes où les Savoyards étaient très présents en Angleterre, ça c'est fini. Maintenant, la plupart des mariages se font soit avec la famille de France, donc les Berry, les Bourbons, etc., soit avec des grandes familles françaises. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? C'est que Amédée VII, bon là ça va pas mal, parce que le père s'appelait Amédée, le fils s'appelle Amédée. Donc après, il suffit de savoir que avant lui, il y a le 7, donc Amédée VII, il avait décidé que la régente ne serait pas sa femme, mais serait sa mère. Là, si vous voulez que ça se passe mal, il n'y a pas de meilleur moyen. Ça veut dire que vous dites ce ne sera pas la belle-fille, ce sera la belle-mère. Et la belle-mère, bon, elle n'a qu'un point commun avec la belle-fille, c'est qu'elle s'appelle elle aussi Bonne, et c'est une Française, c'est Bonne de Bourbon. Donc on va se trouver, dans les premiers mois du règne, entre guillemets, d'Amédée VIII, avec cette situation un peu particulière. Il a une mère qui pourrait prétendre d'être régente, et il a une grand-mère qui a été en quelque sorte mise en avant par son fils, et qui va si bien manœuvrer que Bonne de Berry, elle va être obligée de quitter la place. C'est-à-dire que c'est Bonne de Bourbon qui s'impose, qui est la régente. Donc ça veut dire qu'elle a déjà été régente quand son fils est devenu comte, et elle redevient régente quand son petit-fils devient comte. Entre parenthèses, moi j'ai souvent dit que la maison Savoie, une maison dans laquelle, comme en France d'ailleurs, on applique la loi salique, c'est-à-dire où les femmes n'héritent pas, c'est quand même une maison dans laquelle les femmes ont joué un grand rôle.
Parce que toutes les périodes de régence, qui peuvent durer parfois une dizaine d'années, ces périodes-là, c'est quand même une femme qui a plus ou moins les commandes. Puis après, il y a aussi des moments où il y a bien un homme qui est là, mais c'est pas forcément lui qui commande. Donc, voilà, Bonne de Berry, elle s'en va, bon, elle va aller épouser le comte d'Armagnac. C'est pas si mal que ça, ne serait-ce que pour les vignes. Alors, ensuite, notre Amédée VIII, qui fait tout très jeune. Il se marie, il a 10 ans. Et il se marie avec une gamine qui en a 7. Et la gamine, c'est une Marie de Bourgogne. Alors bon, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'ils sont mariés en bonne et due forme. Et puis on attend quand même pour les présenter l'un à l'autre une dizaine d'années. Donc, c'est seulement au moment où ils seront à l'âge adulte, sachant que c'est pas comme nous, hein, l'âge adulte, il n'y a pas vraiment un âge de la majorité. Hein, c'est souvent pour les femmes, c'est plus jeune. On estime que quand une femme elle a 16 ans, 17 ans, elle est adulte, et voilà. Alors, ceci dit, Marie de Bourgogne, elle aussi, ce sera un personnage important. Elle ne sera pas régente, puisqu'elle va mourir avant Amédée VIII, mais elle sera importante parce que c'est elle qui vraiment va faire de Thonon une grande ville. C'est elle qui en particulier, alors il n'existe plus aujourd'hui, il a été démoli, mais c'est elle qui avait fait construire le château de Thonon, château médiéval de Thonon, que tout le monde s'accordait à dire comme étant le plus beau château savoyard de la fin du Moyen-Âge. Et puis c'est aussi ce couple qui va mettre en avant une autre propriété, c'est la propriété de Ripaille. On n'est pas très loin, hein, on est à côté de Thonon. Et ça veut dire que là, fin 14e, début 15e, le Léman est vraiment le cœur de la Savoie. C'est vraiment là où se passent les choses importantes. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit Amédée VIII, ce chef d'orchestre, pourquoi il a une place un peu à part? C'est un événement qui va se dérouler le 9 février 1416. J'ai mis 9 en rouge et en gros, parce que si ce soir vous allez vous balader sur Internet, vous mettez 9 février 1416, il n'y a pas grand-chose qui va sortir. Vous mettez 19 février 1416, vous allez avoir 3 ou 4 pages de documents qui sortent. Si vous prenez votre histoire de la Savoie préférée, si tant est qu'elle ait été publiée avant 2016, vous allez trouver la date du 19 février 1416. Bon, pourquoi ça? Tout simplement parce que ça, si ça peut nous apprendre à faire un peu moins de copier-coller, c'est bien. C'est parce qu'on avait le parchemin original, et puis un jour, il y a un copiste qui a copié le parchemin original et qui a commis ce qu'on appelle un lapsus calami. Bon, les lapsus lingués, c'est quand on dit quelque chose, un mot à la place d'un autre. Un lapsus calami, c'est quand on écrit un mot à la place d'un autre. Et il a dérapé à la fin de sa copie, hein, il allait jusqu'au bout comme il faut, mais à la fin il dérape, au lieu d'écrire 9, il écrit 19. Mais comme il écrivait bien, tous ceux qui ont recopié après, ils ont recopié quoi? Ils ont recopié son document à lui. Et c'est comme ça que on a tous appris en histoire de la Savoie que la Savoie est devenue un duché le 19 février 1416. D'ailleurs, ceux qui m'ont suivi, Bernadette, tu vérifieras, mais je pense que dans tes cours, tu dois avoir le 19 février, puisque c'était avant l'anniversaire
de 2000. Là, on était en cours ce jour-là. Ah oui, alors ça en plus on était en cours le 19 février, ça s'est forcément gravé. Ouais. Alors, il a fallu justement qu'arrive 2016, parce que en 2016, il y a eu un colloque à Chambéry, et donc les médiévistes de l'Université de Savoie, Laurent Ripart en particulier, se sont dit, ben, on va donner une traduction de ce parchemin. C'est un parchemin, je vous en ai mis, il y en a 2 pages à la fin du livret, mais j'ai dû en laisser tomber au moins 4. Il y a 6 lignes. Ce qui est dit, ça tient en 6 lignes. Mais les gars de l'époque, pour écrire 6 lignes, s'ils bossaient au Dauphiné, il faudrait 100 pages tous les jours, parce que pour écrire 6 lignes, ils mettent 6 pages. C'est plein de formules, etc. Et il s'est dit, on va traduire ce document pour une fois. Et puis, arrivé à la fin, il se rend compte que le texte latin dit clairement le 9 février, pas le 19. Et en recoupant avec un certain nombre de choses de l'époque, les déplacements de l'empereur, entre autres, effectivement, c'est la bonne date. Alors, ça ne change pas notre vie, que ce soit le 9 ou le 19, 1416, c'est un peu lointain. Ça change, si, ça change quand même. 1401, on en a bien parlé, le comte de Savoie devient comte du Genevois. Donc ça veut dire que Annecy rentre dans les états de la maison de Savoie, 15 ans avant le document dont on parle. Il y a aussi le fait que c'est sous le règne d'Amédée VIII que le Piémont, qui était en apanage, lui aussi revient directement à la branche régnante de la maison de Savoie. C'est aussi en 1419, donc un peu après, mais le comté de Nice, je vous avais dit, si la famille des Duras voulait récupérer le comté de Nice, moyennant le paiement des frais faits par la maison de Savoie, ils pouvaient le faire. Bon, 1419, on dit c'est trop tard. Ils n'ont pas remboursé, donc Nice est définitivement pour la maison de Savoie. Donc je pense que passer du comté au duché, c'est déjà prendre conscience que cette fois, on a un vrai territoire. Il n'y a plus beaucoup de trous. Les trous, c'est le marquisat de Saluces qui est là, mais on circule quand même. Il y a cette bande qui est là, qui correspond à la Valsaise. Il y a, voilà, mais on est vraiment sur les frontières. Donc on a un vrai territoire, et on a un territoire qui n'a plus la taille d'un comté. Parce que la Tarentaise était un comté, le Genevois était un comté. Donc vous voyez, un comté, ça avait plutôt, plus haut dans le Moyen-Âge, la taille, même pas d'un département, on va dire d'un arrondissement. Et aujourd'hui, alors, il y a plusieurs moyens. On peut dire que la Savoie du Moyen-Âge, c'est, on dit souvent, du Léman à la Méditerranée. Mais il ne faut pas se tromper. Quand on dit le Léman, ce n'est pas du Chablais français d'aujourd'hui, c'est vraiment tout le canton de Vaud. C'est-à-dire que le Léman, il est totalement savoyard. À la Méditerranée, au moins jusqu'au niveau du comté de Nice. Et quand on dit les choses d'ouest en est, on dit le comté de Savoie, c'est de la Saône, donc au niveau de la Bresse, et puis là, je ne sais pas si la carte est juste, parce que normalement, on devrait même aller un peu plus loin en direction de Lyon, de la Saône jusqu'à la plaine du Pô. Et là, c'est le duché de Milan, la Lombardie. Il y a aussi un moyen qui permet de compter les choses, au moins pour, oui, si ça fonctionne à peu près, c'est de se rappeler du chiffre 4. C'est-à-dire que dans ce qui est aujourd'hui des territoires français, il y a 4 départements qui, à l'époque, sont savoyards, c'est-à-dire l'Ain,
là, ici, la Savoie du Sud, la Haute-Savoie et les Alpes-Maritimes. Il y a 4 cantons suisses qui, à cette époque, sont savoyards. Savoir le canton du Valais, le canton de Genève, le canton de Vaud, et puis, on ne l'a pas ici, mais on a, ce qui dépasse là, c'est une partie du canton de Fribourg. Donc 4 cantons, 4 départements savoyards, 4 cantons suisses, et aujourd'hui, si on prend le Piémont, c'est 4 provinces italiennes. Enfin, il y en a une, c'est pas le Piémont, c'est le Val d'Aoste. Il y a ensuite la province de Turin, il y a la province de Cuneo et il y a la province de Vercelli. Donc, voilà, pour situer les choses, vous voyez, c'est l'équivalent de 4 départements français d'aujourd'hui, de 4 cantons, pas 3,5 cantons suisses d'aujourd'hui, et de 4 provinces italiennes d'aujourd'hui. Donc, quand on est à la tête de ce territoire, une couronne de comtes, c'est un peu petit. On a la tête qui est un peu serrée. Donc, c'est ce que va venir faire l'empereur, c'est reconnaître, l'empereur s'appelle Sigismond à cette époque, c'est reconnaître que le comte de Savoie mérite mieux. Alors, ces 3 jours de fête, parce que ça n'arrive pas tous les jours qu'un comte devient duc, c'est vraiment une ascension importante. Donc, le comte, ça a coûté très cher. On a les comptes COM, TES, c'est 3 jours qui ont coûté aussi cher qu'une guerre. Mais voilà, il fallait en mettre plein la vue à l'empereur. Donc, comment ça se passe? Vous avez une petite gravure qui est sur la page 6, une petite gravure qui vous montre les choses. C'est la cérémonie. Ça veut dire qu'on a notre Amédée VIII, c'est dans la cour du château. Celui qui est assis sur le trône, c'est l'empereur Sigismond, avec un certain nombre de personnages qui sont là. Alors, on a construit un trône. Le trône, on a mis des grandes tentures qui sont en drap d'or et en satin de couleur pourpre. Et Amédée VIII donc, se met à genoux. Vous voyez qu'il tend les mains vers l'empereur. Donc ça, c'est le geste même de l'investiture et de la reconnaissance. Ça veut dire qu'il tend ses mains et l'empereur va prendre les 2 mains